Bonjour à toutes et à tous pour un nouvel unboxing BD. Alors après avoir pas mal parlé de BD franco-belge et puis de comics américains, j'ai décidé de changer un petit peu aujourd'hui et de m'intéresser à de la BD qui vient un peu d'ailleurs, et cette fois-ci donc qui vient d'Amérique du Sud, plus exactement d'Argentine, puisque je vais vous parler de cet album qui est en fait le premier tome de Alvar Mayer, qu'ils ont appelé les Cités légendaires. Donc c'est un album qui a été créé par deux grands de la BD sud-américaine, que sont Carlos Trio pour le scénario et Enrique Brescia pour le dessin. Alors, avant de parler plus précisément de cet album, je vais quand même faire une petite digression sur ces deux auteurs qui méritent qu'on parle d'eux un peu plus en détail. Alors, je vais commencer par Enrique Brescia, qui est en fait le fils d'un auteur très célèbre qui s'appelle Alberto Brescia, dont je parlerai certainement un jour, puisqu'il a... Bon, il est décédé maintenant, mais il a quand même créé des bandes assez légendaires, dont je vais être obligé de parler si je veux être un petit peu exhaustif dans tout ce que je raconte. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à son fils, donc, qui a fait des choses aussi qui méritent le coup d'œil. On va s'en rendre compte assez vite. Alors le fils, il a commencé en fait en aidant son père sur un album qui a eu beaucoup de retentissement, qui s'appelle le Che, donc qui était consacré comme son nom l'indique à Che Guevara. Et cet album en fait a posé des problèmes à leurs auteurs lors de sa sortie, puisque en Argentine à l'époque, il ne faisait pas toujours bon d'avoir une parole trop libre, et il y a une partie des planches d'ailleurs qui ont été censurées, voire certaines qui ont été complètement détruites. Le livre a été remonté, il a fini par sortir, mais dans une version expurgée. Maintenant de toute façon c'est impossible de voir l'œuvre d'origine, puisque l'œuvre d'origine a complètement disparu. Alors cet album est ressorti depuis plusieurs fois, même en France, il y a des versions françaises qui sont sorties, je crois que les dernières éditions, ça doit être chez Delcourt. Il y avait eu une toute première édition il y a plusieurs années, mais chez un éditeur confidentiel. Tout ça pour dire que Enrique, donc, c'était avec son père, donc en 1968, donc ça date quand même, qu'il a travaillé, il a assisté donc sur cet album. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à travailler, à dessiner, et il a fini, je crois que c'est au début des années 70, en 1972, par s'expatrier, et il est allé travailler en Angleterre chez un éditeur qui s'appelle Fleetway. Et pendant quelques années, il a travaillé d'ailleurs, je crois que c'était pas sous son vrai nom, c'était sous un nom d'emprunt, un magazine qui s'appelait Spy 13, Espion 13 en français, qui publiait principalement des bandes dessinées de guerrières. Donc Enrique Brescia a travaillé pas mal de temps dans cette maison d'édition. Ça lui a permis de parfaire sa technique. Ensuite arrive une année charnière pour Enrique Brescia, puisqu'en 1976, il rencontre quelqu'un qui va devenir pratiquement son scénariste attitré pendant un temps, qui s'appelle Carlos Trio, donc qui est le scénariste de l'album qui nous occupe aujourd'hui. Mais ils n'ont pas fait que cet album ensemble, ils en ont fait bien d'autres, à commencer par la première qui s'appelle En Buen Dios, doit vouloir dire le bon Dieu en français. C'est de la BD un peu engagée, même beaucoup engagée, dans laquelle le graphisme de Brescia était encore pas tout à fait celui qu'on lui connaît maintenant, mais il avait déjà une personnalité qui lui était propre, et on arrivait très bien à reconnaître son trait.
Ensuite, eh bien, ils ont réalisé ensemble Alvar Mayor, dont je vais parler plus en détail plus loin. Ensuite, une autre œuvre qui s'appelle en français Le Pèlerin des Étoiles, El Peregrino de la Estrellas. Alors, je m'excuse pour mon accent espagnol, j'ai jamais fait d'espagnol, donc je prononce ça à la voix comme je le pousse. Et une autre œuvre qu'ils ont réalisée ensemble, pareil, je vous prononce ça en espagnol, Los Viajes del Marco Mono. C'est des bandes que je n'ai pas lues, pour la bonne raison qu'elles n'ont jamais été traduites en français à ma connaissance. Mais pour vous faire une petite idée, vous avez dû voir les couvertures des albums originaux qui sont passés. Ça pourrait peut-être valoir le coup qu'un éditeur s'intéresse à ces BD, qui à mon sens, ne serait-ce que pour leur valeur historique, mériterait une petite traduction. Donc ils ont travaillé ensemble un bon moment, pendant les années 70 et le début des années 80. Bon, ils ont fait autre chose par ailleurs, mais leur collaboration a vraiment duré longtemps. Ensuite, Enrique Brescia, il a réussi à se faire embaucher aux États-Unis chez les éditeurs de comics. Il a commencé à travailler ponctuellement sur certaines séries. Il a fait quelques Batman, par exemple. Et ensuite, il a même sorti un graphic novel, comme ils appellent ça là-bas, un roman graphique en gros, qui a pour titre Lovecraft. Et comme son nom l'indique, est consacré au célèbre romancier qui est célèbre pour ses histoires fantastiques, gothiques un peu. Alors Lovecraft a même été traduit en français, il me semble, c'est à vérifier. Et puis ensuite, il a eu pratiquement sa série attitrée, où c'était lui qui s'occupait du graphisme. Il a été embauché sur la série Swamp Thing, ce qui n'est quand même pas rien, puisqu'il est resté sur cette série quand même pendant 22 numéros, ce qui prouve à quel point les Américains étaient enthousiastes à propos de son travail. Alors en France, il n'y a pas tant de choses que ça qui ont été traduites de Enrique Brescia. Il est surtout connu pour la série qu'il a créée spécifiquement pour le marché français, qu'il a créée avec Xavier Dorisson, qui s'appelle Les Sentinelles, qui s'étale sur 4 tomes, si je ne me trompe pas. Et donc il a créé au début des années 2000, et ça les a entraînés, ils ont été un peu lents sur ce coup-là, jusqu'en 2014 pour avoir le dernier tome. Les Sentinelles, alors je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est pas une série que j'ai lue, mais elle mérite peut-être qu'on s'y attarde. Je sais qu'il y a une intégrale qui est sortie. Donc voilà ce que je pouvais dire un peu pour Enrique Brescia. Là c'était très très résumé, mais je vais essayer de résumer encore plus en ce qui concerne Carlos Trio, car lui, ce scénariste, puisqu'il s'est consacré exclusivement au scénario, alors il a eu une production mais pléthorique, des centaines de bandes, donc bien évidemment je vais pas m'attarder sur tout ce qu'il a fait, mais uniquement sur les plus représentatives, on va dire. Donc Carlos Trio, il a commencé sa carrière principalement en 1973, quand il a pris la direction d'un magazine qui publiait des BD donc en Argentine, qui s'appelait Satyricon. Et c'est à l'occasion de la direction de ce magazine qu'il a rencontré Alberto Brescia, le père de Enrique, avec qui il a créé des bandes, en particulier une qui s'appelle Un certain Daneri, si je prononce bien. Alors ce sont des chroniques un peu pessimistes qui se passent dans l'Argentine des années 70, où on suit les pérégrinations d'un détective privé. C'était assez revendicateur encore comme bande. Et puis il a aussi rencontré un autre grand de la BD argentine qui s'appelle Horacio Altuna, avec qui il s'est occupé d'une série qui s'appelle Chavez le Fou,
qui a été traduit en France, pas du tout sous ce nom-là, hein, chez Glénat, je crois, ça s'appelait Grand Reporter, mais ça a été traduit bien après. Et tout ça, bon, bah, c'était assez, c'était pas du tout politiquement correct pour l'époque, et ça a fatalement posé des problèmes hein, lors de l'avènement de la dictature militaire en 1976. Et ça a tellement posé problème que le magazine, hein, Satyricon, a dû arrêter sa parution. Mais ça l'a pas empêché de continuer à travailler. Hein, simplement, bon, bah, il a évité un peu les sujets qui fâchent pendant quelques années hein, pour échapper à la répression. Il a continué à travailler avec Horacio Altuna, par exemple. Hein, il a fait plusieurs séries, comme une qui s'appelle Charlie Moon, une autre qui s'appelle Merdicheski, qui a été traduite, celle-ci en français, hein, Charlie Moon, je ne crois pas. Il a rencontré Domingo Mandrafina, avec lequel il a créé Histoire sans parole et quelques autres bandes, mais surtout une autre BD dont je vais parler un peu plus tard. Il a travaillé aussi avec un autre très grand qui s'appelle Jordi Bernet, pour lequel il a écrit Carnage Plus, qui a été traduit en français. Et puis il a travaillé avec plein d'autres. Hein. J'ai cité 3 dessinateurs parmi les plus connus, mais il a travaillé avec énormément d'autres dessinateurs. Alors au début des années 90, c'est là qu'il a commencé à voir sa renommée s'étendre hein, de façon internationale, hein, puisque il a eu la chance donc de continuer à travailler avec des grands dessinateurs que je viens de citer et de sortir des séries qui ont bien fonctionné. Alors celle qui a le moins bien fonctionné, entre guillemets, je dis le moins bien, parce qu'elle a quand même fonctionné très très bien, puisqu'on en parle encore maintenant, c'est la série Clara de Noche, Claire de nuit en français, qui s'intéresse aux mésaventures d'une prostituée. Alors c'est Bernet qui dessine ça, et bah, ils ont réussi à rendre ça intéressant sans que ce soit glauque. Et tout en restant très sexy, donc c'est une bonne bande que je vous recommande. Hein. Il y a plusieurs tomes, au moins 6 ou 7 qui sont sortis en France, traduits. Il a créé aussi, alors ça je crois que c'est la série pour laquelle il est le plus connu, parce que c'est vraiment la série qui a énormément marché, qui s'appelle Cyber Six, qu'il a créé avec Carlos Meglia. Alors Cyber Six, hein, c'est l'histoire d'un ancien nazi qui s'appelle von Reichter, qui a créé des espèces d'humanoïdes artificiels, hein, dont au final il a cherché à se débarrasser, mais il y a un de ces humanoïdes, ou plutôt une de ces humanoïdes, puisque c'est une femme, qui réussit à s'échapper, et c'est la fameuse Cyber Six. Alors pour passer inaperçue dans la vie quotidienne, en fait, elle se fait passer pour un professeur de littérature, un professeur d'ailleurs, il se fait passer pour un homme, mais bon, bien évidemment, von Reichter est au courant du fait qu'elle se soit échappée, et va tout faire pour essayer de la retrouver, hein, c'est des aventures vraiment rocambolesques qui s'étalent sur des centaines de pages. Alors en France, il y a Vent d'Ouest qui a traduit une bonne partie des aventures de Cyber Six. Hein. Je crois qu'il y a 12 tomes qui sont parus. Chaque tome, il doit y avoir au moins 160 ou 170 planches dedans. Vous avez de quoi lire, hein. C'est vraiment, on ne s'ennuie pas une seule seconde, et puis le dessin de Carlos Meglia est quand même assez génial, je trouve. Donc Cyber Six, là, il a été très très connu pour ça, hein, ça a bien marché. Et puis une autre bande pour laquelle il est très connu, c'est Spaghetti Bros. Spaghetti Brothers en français. Oui, c'est une traduction française, Spaghetti Brothers. Qu'il a créé avec Mandrafina, hein, avec lequel il avait déjà collaboré dans les années 80. Comme son nom l'indique, hein, c'est une série un peu sur le crime organisé. Série que je n'ai pas lue, à ma grande honte, mais il paraît que c'est très très bon.
Voilà pour Carlos Trio. Alors Carlos Trio, il est mort depuis, mais bon, il a laissé un héritage assez monstrueux. Hein. Il y a vraiment de quoi piocher encore dans son œuvre. Hein. Beaucoup de choses intéressantes a priori. Donc maintenant, on va s'intéresser plus précisément à cet album, hein, Alvar Mayor, que je vais ouvrir avec vous tout de suite, et puis sur lequel je vais vous donner quelques renseignements qui vont, j'espère, vous donner envie de le lire. Bon, alors voilà cette bande, Alvar Mayor, qui est une série au long cours, puisqu'elle a commencé à être publiée dans un magazine qui s'appelle Scorpio à partir de 1977, et ça s'est étalé sur presque 10 ans, hein, puisque les 57 épisodes se sont étalés jusqu'en 1986, chaque épisode faisant en général 12 planches, parfois un peu plus. Alors il s'agit de quoi, Alvar Mayor? Il s'agit de l'histoire, c'est le nom du personnage principal, Alvar Mayor, qui est en fait non pas un Indien, mais un des premiers blancs qui est né sur le continent américain après l'invasion par les Espagnols. Et en fait, c'est le fils d'un cartographe. Mais alors du coup, en fait, il a une assez bonne opinion de la culture locale et des Indiens. Et d'ailleurs, il est ami avec un personnage secondaire qui s'appelle Tihuo, je sais pas comment ça se prononce, Tihuo, qui l'accompagne dans ses aventures. Tihuo, c'est donc un Indien natif d'Amérique du Sud. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Alvar Mayor? Principalement, il sert de guide pour des Espagnols qui arrivent régulièrement assoiffés par l'or qu'on dit être abondant dans ces contrées reculées. Alors, c'est pas toujours le cas, hein, parfois ce ne sont que des légendes. Et donc tout ça, ça l'entraîne dans des aventures où il prend très souvent le parti des personnages locaux plus que des gens qu'il est censé guider. Ces aventures d'ailleurs souvent ont un petit côté fantastique qui intervient. Alors si j'ouvre un peu l'album, voilà, donc un peu je le garde. Alors il y a déjà un petit prologue qui remet tout un petit peu dans le contexte, hein, un prologue qui est écrit par Thomas d'Assens. Alors, et puis on commence tout de suite par la première histoire qui s'appelle La légende de l'Eldorado. Alors souvent les histoires sont inaugurées comme ça par un dessin pleine page, ce qui est assez sympa. Alors on a du papier mat, hein, ça j'aime bien. Donc ça c'est la toute première histoire, hein, qui a été dessinée en 76 d'ailleurs, on le voit, hein, qui a été publiée un an plus tard. Voilà, et ça c'est l'acolyte donc de Alvar Mayor. Alvar Mayor c'est cet homme, Tihuo c'est celui qui est à côté. Alors quand on avance, hein, dans les histoires, on se rend compte que c'est une BD qui peut être assez cruelle, hein, qui est parfois assez sanguinolente, hein. Les tortures étaient courantes à l'époque et en fait les auteurs n'hésitent pas à montrer sans phare, hein, ce qui se passait véritablement. Alors moi j'aime bien le dessin de Brescia sur cette série. Et il a l'art de dessiner des visages qui sont toujours très très expressifs. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, au bout de plusieurs histoires, son acolyte Tihuo va se mettre en retrait à partir du moment où Alvar Mayor va rencontrer une femme. Il faut que je retrouve l'histoire dans laquelle ça se situe. Voilà, c'est ici. Une femme qui s'appelle Lucia Lerma, qui est accusée de sorcellerie dans un village. Et alors en fait, elle n'est pas du tout sorcière, hein,
En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un Espagnol qui a pris la place d'un des dirigeants, enfin qui s'est fait passer pour quelqu'un d'autre, et elle s'en est rendue compte, et bon, bah, pour éviter les problèmes, l'autre l'a accusé de sorcellerie. Et ces deux-là vont tomber amoureux l'un de l'autre et vont décider de partir ensemble à la recherche, soi-disant, d'un trésor que la femme euh, aurait trouvé et aurait une carte pour s'y rendre. Bon, mais en fait, on se rend compte que cette quête de trésor, c'est pas ce qui les intéresse le plus. Ce qui les intéresse le plus, c'est d'être ensemble. Oui, alors vous voyez ce genre de visage très très ridé, très très marqué, ça Brescia sait très bien les dessiner. C'est toujours très joli à regarder. Donc, alors il y a un autre personnage hein, qui va aussi se joindre à eux. C'est El Cuervo, le corbeau en français. Le corbeau, en fait, c'est un juge. Un juge qui est dans un village. Et en fait, c'est un juge à qui on a demandé de condamner à mort Alvar Mayor pour une raison fausse, bien sûr. Hein. Donc c'est lui, El Cuervo. Euh, et en fait, encore une fois, ce juge va décider, euh, contrairement à ce qu'il est censé faire, hein, parce que, bien sûr, la justice n'était pas indépendante à l'époque, loin de là, et ben de les sauver, donc Alvar Mayor et sa femme, et de partir avec eux carrément sur son bateau, hein, qu'il adore. D'ailleurs, son bateau, il l'appelle la Dulcinée. Ça prouve bien qu'il y est très attaché. Et ils vont partir donc tous les trois pour toujours dans l'optique de ce trésor, de ces montagnes d'or qui sont censés trouver. Bon, bien évidemment, ils vont pas trouver ce à quoi on s'attend. Hein. Alors d'ailleurs, là, quand je parle, vous comprenez que les différents épisodes, a priori, sont des histoires à suivre, et c'est vrai que globalement, il y a une grande histoire, ce qui n'était pas le cas au tout début de l'album. Hein. Au tout début de l'album, les histoires sont plus ou moins indépendantes, et puis au fil des épisodes, en fait, on se rend compte que, en fait, non, hein, il y a vraiment un fil conducteur dans tout ça. Alors, à la fin de l'album, hein, vous voyez, il y a quand même 220 pages, plus de 220 pages. Euh, on pourrait s'arrêter là, mais bon, il y a plein de choses qui restent irrésolues. Et heureusement, il y a une suite, ça attend une suite, tout ça, qu'on est impatient de découvrir, bien évidemment. Alors, pour les notes, donc tout d'abord, qualité de fabrication. Bon, alors l'album ne présente pas de défaut majeur, hein, il est relié cousu, ça c'est bien. Vous avez une belle couverture hein, qui est inédite a priori, puisque Enrique Brescia l'a dessinée en 2020.
ce qui en fait une couverture tout à fait récente hein, pour une série qui a arrêté depuis un sacré bout de temps. Donc au niveau de la qualité de fabrication, ce qui est bien, c'est le papier mat. Donc pas de reflet. On profite bien du dessin noir et blanc de Brescia. En plus, ce papier mat est assez épais, et ainsi on ne voit pas par transparence la page de derrière, ce qui est très bien aussi. Donc, qualité de fabrication, on va mettre un 4 sur 5. Hein, je mets un bonus à cause du papier mat de bonne qualité. Franchement, ça, c'est pas dans tous les albums qu'on voit ça. Au niveau intérêt des bonus, alors là, ça va être vite fait, puisque l'intérêt des bonus, il y en a, pour ainsi dire, pas. Il y a juste le prologue. Le prologue qui est quand même intéressant, hein, puisqu'il remet tout dans le contexte, et puis en fait, c'était, pour ainsi dire, indispensable, parce qu'on n'est pas forcément familiarisé avec l'environnement sud-américain. Donc ça, c'est un bon point, mais c'est le seul bonus qu'il y ait, donc on va dire un 2 sur 5 hein, pour l'intérêt des bonus. Pour la note générale, je suis assez satisfait, hein, j'ai bien aimé toutes ces histoires avec une touche de fantastique, histoire cruelle, histoire haletante, hein, franchement on est souvent pris dans le suspense. Je vous cache pas que je vais acheter sans hésiter les tomes suivants quand ils sortiront pour avoir la suite. J'espère que le niveau se maintiendra tout au long de la série. Donc pour moi c'est du bon. Donc je vais mettre un bon 4 sur 5 pour la note générale. Voilà. Voilà donc pour le premier volume de cette série, Alvar Mayer, publié chez iLatina. Alors bon, dans cet album, il y a quand même 18 épisodes, mais bon, là on est loin d'être complet, hein, puisque en tout, la série s'est étalée de 1977 à 1986 dans le temps, hein, c'est quand même une série au long cours. En fait, il y a 57 épisodes en tout. Donc, si on veut avoir l'intégrale, il va falloir... j'espère d'ailleurs que ce sont les projets d'iLatina. D'après ce que je sais, a priori, il devrait sortir un deuxième tome au mois de janvier 2021. Ce qui serait idéal, c'est qu'ils reprennent toute l'intégrale qui est déjà parue en Espagne. Je crois que l'éditeur c'est Norma, mais il y avait 4 tomes qui reprenaient l'intégralité des épisodes de Alvar Mayer. Donc j'espère que cette traduction aille jusqu'au bout. D'une manière générale, je vous encourage à supporter cette petite maison d'édition iLatina, hein, parce que bon, c'est vrai que la BD sud-américaine, elle est assez peu représentée en librairie, et c'est bien dommage, parce qu'il y a quand même des grandes choses qu'on peut trouver dans tous les genres. Hein, il y a de la BD un peu politique, il y a de la BD de science-fiction, de la BD fantastique, des policiers. Tout le monde peut trouver quelque chose à son goût dans la BD sud-américaine. Et il y a quand même des très grands dessinateurs qui ont œuvré là-dedans. La preuve, c'est que très régulièrement, les Américains vont les débaucher pour dessiner leurs comics. Donc c'est un peu dommage quand même de ne pas profiter de tous ces trésors qui nous attendent et qui malheureusement ne sont pas disponibles en France. Donc vous avez compris que c'est un appel que je lance aux éditeurs français, hein. Allez un peu vous intéresser à ce qui se passe en dehors des frontières France, Belgique, USA et Japon. Il y a des choses dans d'autres pays qui peuvent être très intéressantes à découvrir. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!